Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 7 mai 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 214 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement des marchés boursiers. En fait, je vais vous parler de mes propres transactions en bourse. Je vais vous partager mes 2 derniers achats pour mon portefeuille à long terme. Et je vais également vous parler de l'Assemblée des actionnaires de Berkshire Hathaway. On se rappelle que c'est la compagnie de Warren Buffett. Et en même temps, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe avec le portefeuille de Berkshire. Et je vais commencer tout de suite avec mes plus récentes transactions boursières. Mais je tiens quand même à répéter mon classique disclaimer, c'est-à-dire que tous les titres que je parle dans le podcast, ce ne sont pas des recommandations d'achat, ce ne sont pas des recommandations de vente non plus. Je fais aucune suggestion financière. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un planificateur financier non plus. Je gère uniquement, dans le fond, le portefeuille de ma propre compagnie. Et dans le podcast, je vous partage mon opinion sur des entreprises qui sont cotées en bourse. Ceci étant dit, j'ai grossi ma position dans Starbucks en rachetant des actions à 74$ suite à la drop de la semaine passée. Donc, c'était après le dévoilement des résultats financiers trimestriels de Starbucks. Et ce qui explique un peu, ce qui explique vraiment la chute d'environ 15% suite aux earnings, c'est vraiment que les revenus et les bénéfices sont largement en dessous des prévisions de la compagnie et des analystes. En fait, au lieu d'afficher une croissance du chiffre d'affaires, les ventes globales sont en baisse de 2% par rapport au même trimestre l'année passée. Et si on creuse un peu, on peut voir que sur une période d'1 an, il y a une diminution de 11% sur les ventes dans les succursales qui sont en Chine. Et la Chine, qui est le deuxième plus grand marché pour Starbucks après les États-Unis. Et l'autre chose, c'est que Starbucks, la compagnie en soi, a également ajusté à la baisse ses projections financières pour 2024. Et là, pour l'année en cours, on parle d'un très faible taux de croissance pour les revenus globaux et également pour les ventes en magasins comparables. Donc, c'est sûr que de mon côté, est-ce que je trouve que la chute du prix de l'action est exagérée? C'est plate, mais pas vraiment. Dans le sens que, si on regarde les derniers résultats financiers de Starbucks, ils étaient vraiment pas bons. En fait, ils étaient pourris. Et ensuite de ça, les prévisions de la compagnie pour le futur sont aussi très pessimistes. Donc, la baisse considérable du prix de l'action, pour moi, elle est justifiée. C'est-à-dire que le motif derrière la vente massive d'actions de Starbucks, il y a une bonne raison derrière ça. Par contre, je le répète, de mon côté, j'ai grossi ma position dans Starbucks. Et la raison pour laquelle j'ai acheté d'autres actions, c'est simple, c'est parce que c'est pour un portefeuille à long terme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les prochains trimestres? Ça n'a pas vraiment d'importance sur un horizon de 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire que même si à court terme, les résultats financiers de Starbucks sont décevants, sont en dessous des attentes, les chiffres sont pas bons, ça ne restera pas comme ça à vie. Et en attendant, la compagnie ne va pas faire faillite non plus. Encore là, ça ne veut pas dire d'acheter n'importe quelle action à n'importe quel prix. C'est juste que Starbucks, c'est une entreprise de type cyclique. Donc, quand il y a un ralentissement de l'économie, l'action va sous-performer le marché et c'est là qu'il faut que tu l'achètes. Si tu attends qu'il y ait un boom économique, tu vas payer cher pour ces mêmes actions-là. Et en date d'aujourd'hui, le prix de l'action de Starbucks représente un multiple de 20 fois le bénéfice par action. Et ça, historiquement, c'est un très très faible ratio. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je considère que c'est une aubaine à condition d'avoir un horizon à long terme. Parce que là, à court terme, il y a de plus en plus de compétition avec les cafés indépendants. Par contre, si vous me demandez de miser mon argent entre Starbucks, qui vaut 80 milliards, ou le petit café au coin de la rue, avec le ralentissement économique qui s'en vient, du moins que j'anticipe,
Malheureusement, je pense qu'il y a pas mal plus de chances que Starbucks s'en sort que les commerçants qui survivent avec une petite marge bénéficiaire très très mince. Bref, pour moi, l'avenir de Starbucks n'est pas en péril, même si à court terme, visiblement, ils ont de la difficulté du côté de leurs revenus, il y a une baisse du côté des ventes. Si on se penche rapidement du côté de l'analyse technique, on regarde purement le graphique de l'action de Starbucks, ben dans les 4-5 dernières années, quand le prix de l'action de Starbucks est tombé dans les environs de 75$, ça reste pas longtemps à ce niveau-là. D'ailleurs, la dernière fois que de mon côté, j'ai racheté des actions de cette compagnie-là, c'était justement à 75$ par action durant la baisse de 2022. Tout ça pour dire que, encore une fois, j'ai grossi ma position dans Starbucks suite à ses mauvais earnings et que malgré des revenus beaucoup plus bas que prévu, j'avais jamais pensé que ça allait descendre aussi bas que ça, je reste un actionnaire confiant vis-à-vis le futur de l'entreprise. Et d'ailleurs, si on regarde les plus récents résultats financiers de plusieurs grandes entreprises américaines, on peut constater que le consommateur moyen, il a commencé à réduire ses dépenses et à davantage rechercher les rabais. Tu sais, les revenus de Starbucks, oui, c'est un bon exemple, mais il y a aussi la baisse de 10% des ventes d'iPhone du côté d'Apple. D'ailleurs, les revenus et les profits d'Apple sont également en baisse par rapport à l'année passée, ce qui peut, du moins ce qui m'indique que les consommateurs sont moins enclins à remplacer leur téléphone, à remplacer leur tablette ou leur MacBook, leur ordinateur portable. Et c'est ça que j'aime avec les résultats financiers trimestriels des compagnies qui sont cotées en bourse parce que d'une part, ça nous permet de voir la performance financière de l'entreprise en soi et d'autre part, ça nous permet aussi de prendre le pouls de la santé de l'économie, surtout avec les compagnies dans le secteur de la consommation discrétionnaire parce que c'est là que les consommateurs commencent à couper en premier quand ils commencent à être plus serrés. Et pour moi, la baisse significative des ventes de Starbucks au dernier trimestre, c'est un autre signe que les particuliers modifient leurs habitudes de consommation et non plus les moyens de dépenser autant qu'avant. Ensuite, si on poursuit avec les transactions pour mon portefeuille, j'ai également grossi ma position dans Bristol Myers Squibb, symbole BMY, qui est une compagnie pharmaceutique cotée sur la bourse de New York et qui se spécialise principalement dans l'oncologie, donc le traitement pour les cancers. Et ses produits les plus vendus sont de 1, le médicament Opdivo, qui sert à traiter plusieurs types de cancers. Et il y a également le médicament Eliquis, qui est un éclaircisseur de sang pour éviter les caillots sanguins. Et bref, la semaine passée, j'ai acheté d'autres actions de Bristol Myers à 44$ US. Et présentement, ce qui attire l'attention des investisseurs dans le secteur pharmaceutique, ce sont les entreprises qui vendent des pilules pour la perte de poids, comme la compagnie, par exemple, Novo Nordisk. Et de mon côté, moi, quand les projecteurs sont sur une industrie ou un produit spécifique, en tant qu'investisseur, j'ai tendance à m'éloigner de ça du fait que quand il y a un certain engouement, ben, le prix des actions est souvent gonflé par l'optimisme des investisseurs. Donc, à l'inverse, j'ai grossi ma position dans Bristol Myers parce que, à ses derniers résultats financiers trimestriels, l'entreprise elle a affiché une perte au lieu d'un bénéfice. Et là, il faut comprendre que l'entreprise elle a fait des grosses acquisitions récemment et que les frais autour de ça, ils ont coûté très cher. En fait, Bristol Myers a acheté 3 petites compagnies pharmaceutiques, petites entre guillemets. Premièrement, elle a fait l'acquisition de Karuna Therapeutics, qui est un fabricant de médicaments pour la schizophrénie. Et ça, c'était pour un total de 14 milliards de dollars. Elle a également acheté
Mirati Therapeutics, qui se spécialise dans les médicaments contre le cancer. Encore une fois, de ce côté-là, c'était pour la somme de 4,8 milliards. Et finalement, Bristol Myers a également fait l'acquisition de Raise Bio, qui est une compagnie start-up qui développe un traitement par radiothérapie pour les cancers de stade avancé. Et ça, c'est une autre transaction de 4,1 milliards de dollars. Donc, c'est sûr que quand tu fais des acquisitions comme ça, ça coûte cher. Il y a beaucoup de frais aussi qui entourent tout ça. Mais sinon, si on regarde en termes de revenus, ben, il y a une légère croissance au cours du dernier trimestre et ça a été principalement poussé par les ventes d'Eliquis, leur médicament pour éclaircir le sang. Et à noter par rapport à ça que le développement d'Eliquis il a été fait en partenariat avec Pfizer. Donc à ce moment-là, les compagnies Bristol Myers et Pfizer se partagent les profits de ce médicament-là. Et c'est sur une base de 60-40. C'est-à-dire que c'est 60% pour Pfizer et 40% pour Bristol Myers. Et sinon, pour finir du point de vue financier, Bristol Myers prévoit également de couper 2200 emplois au courant de l'année 2024 et ils vont également réduire un paquet d'autres dépenses. Et le but de ça, c'est d'atteindre en fait des économies avoisinant 1,5 milliard d'ici la fin de l'année 2025. Tout ça pour dire que les actions de Bristol Myers sont retournées au niveau de prix de la fin de l'année 2019, donc autour de 44-45$ par action. Et dites-vous que dans mon portefeuille, je détiens seulement une autre compagnie pharmaceutique et c'est Merck & Co. J'ai acheté Merck en février 2021 et dans ce temps-là, l'attention des investisseurs était vraiment sur les gros producteurs de vaccins pour la COVID. Donc, Merck était une entreprise qui était un peu délaissée, c'est-à-dire en background. Et comme je vous dis, j'ai acheté du Merck & Co. autour de 70$ par action en 2021. Et aujourd'hui, la même action est rendue à 127$. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il va se passer la même chose avec Bristol Myers. Je vous dis seulement que mon raisonnement est similaire pour cet investissement-là. Autrement dit, dans le temps, c'était les vaccins pour la COVID. Maintenant, je te dirais que le spotlight est sur les pilules pour faire maigrir. C'est là que l'attention des investisseurs par rapport au secteur pharmaceutique, c'est là que l'attention, elle est. Du côté de Bristol Myers, surtout avec une perte au dernier trimestre, ça donne pas, c'est pas une compagnie qui est super intéressante aux yeux des investisseurs. Et pour conclure là-dessus, une compagnie pharmaceutique, tu n'achètes pas ça pour un taux de croissance incroyable puis faire un gain en capital de fou. C'est davantage pour les versements de dividendes, dans le sens que je ne m'attends pas que demain matin, Bristol Myers quadruple ou quintuple le prix de son action, mais présentement, au prix actuel, on parle déjà d'un rendement annuel des dividendes de 5,5%. Et ce type de business-là, contrairement à Starbucks, ce n'est pas une entreprise cyclique. C'est-à-dire que ses revenus et ses bénéfices ne sont pas liés à la conjoncture économique. C'est récession ou pas, des médicaments pour traiter le cancer, des médicaments pour éclaircir le sang, on va toujours en avoir besoin. Donc, Bristol Myers est un peu immunisé face à un potentiel ralentissement économique. Donc, c'est une autre façon de venir également diversifier mon portefeuille. Donc, ça résume pas mal mes dernières transactions boursières pour mon portefeuille à long terme. Donc, je le répète, j'ai racheté du Starbucks à 74$ et j'ai racheté du Bristol Myers à 44$ par action. Donc, c'est pas mal mes derniers moves du côté de mon portefeuille pour la firme Traders 360. Et la dernière chose que je veux vous parler dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est par rapport à la rencontre annuelle de Berkshire Hathaway qui a lieu à chaque année au mois de mai. Donc, c'était samedi passé. Et Berkshire, comme vous le savez, c'est la compagnie, le conglomérat de Warren Buffett avec lequel
il investit dans différentes entreprises. Et je vous rappelle également que son bras droit, Charlie Munger, est décédé cette année à l'âge de 99 ans. Donc, c'était le premier meeting des actionnaires de Berkshire sans Charlie Munger aux côtés de Warren Buffett. Et tout ça pour dire que je vais vous parler de la rencontre parce que à chaque année, il y a des périodes de Q&A, des périodes de questions et réponses, et c'est là que Warren Buffett répond à des questions du public et il nous partage en même temps sa vision du monde, ses investissements, sa vision de l'économie, tout ça. Donc, première chose qu'on peut constater avec Berkshire Hathaway, c'est que la compagnie est rendue avec une pile de cash dans son encaisse. On parle d'une somme autour de 190 milliards de dollars et il prévoit déjà que ça va atteindre 200 milliards d'ici la fin du trimestre en cours. Et normalement, cet argent-là, ça lui servirait à investir dans d'autres compagnies ou à faire des acquisitions, mais ça fait des années qu'il laisse son encaisse continuer de grossir, ce qui sous-entend que Warren Buffett, présentement, il ne voit pas de bonnes opportunités d'achat sur les marchés. Et là, on s'entend, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités pour nous autres en tant que petits investisseurs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es rendu avec un portefeuille de l'ampleur de Berkshire Hathaway, c'est pas un petit investissement de quelques millions qui va faire bouger la performance globale de ton portefeuille. Tu sais, son portefeuille il est rendu qui vaut dans les environs de 337 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, pour qu'une transaction boursière vale la peine pour lui, valerait réellement la peine pour Berkshire Hathaway, il faut que ce soit un achat majeur de plusieurs milliards de dollars. Et tu sais, l'autre chose qu'il faut considérer là-dedans, c'est que présentement, avec les taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis, Berkshire il peut placer son encaisse dans les bons du Trésor américain. Et là, à ce moment-là, c'est à un taux d'intérêt autour de 5%. Donc, vite de même, une encaisse de 200 milliards de dollars placée à 5%, on parle d'un gain de 10 milliards de dollars par année avec zéro risque. Donc, c'est pas si mal pour de l'encaisse. Et la deuxième observation qu'on peut faire concernant le portefeuille de Warren Buffett, c'est qu'il a vendu une petite partie de sa position dans Apple. En fait, il a vendu 790 millions d'actions, soit environ 13% de sa position. Mais là, il ne faut pas commencer à paniquer avec ça non plus parce que Apple, ça reste de loin la plus grosse position de Berkshire Hathaway. En fait, concrètement, Apple représente encore aujourd'hui 40% de son portefeuille. Donc, vous pouvez en déduire que, premièrement, mon oncle Buffett, il n'est pas un gros fan de la diversification et que même dans le cas où une position devient immense, c'est-à-dire que la position devient énorme par rapport aux autres, il ne va pas commencer à la vendre systématiquement juste pour ajuster sa pondération. Mais quand même, là, s'il a décidé de vendre une portion de sa position dans Apple, c'est soit parce qu'il trouve que l'entreprise est moins attrayante, c'est-à-dire que le prix de l'action versus la valeur de la business, il y a peut-être une disparité de ce côté-là. Ou sinon, c'est soit parce qu'il veut sortir des liquidités pour faire un autre move. Encore là, comme je vous l'ai déjà dit, de la liquidité, c'est pas un problème pour Berkshire. Là. Je vous rappelle qu'il y a un 200 milliards de dollars qui traîne. Mais sinon, la vente de sa position d'Apple, c'est peut-être juste parce qu'il anticipe une hausse de l'imposition sur les gains en capital, un peu qu'est-ce qu'on a subi ici au Canada. Il y a déjà des discussions par rapport à ça du côté de l'administration Biden aux États-Unis. Bref, peut-être qu'il préfère encaisser son profit, qui est énorme, tout de suite, en date d'aujourd'hui, pour éviter de payer plus d'impôts dans le futur. Mais bref, on peut essayer de spéculer là-dessus encore longtemps, mais tu sais, on ne va jamais vraiment connaître la vraie réponse. Mais l'idée, c'est que, de mon côté,
j'aime ça observer les transactions de Warren Buffett parce que pour moi, de un, c'est l'un des meilleurs investisseurs des temps modernes avec le rendement qu'il a obtenu durant les 50 dernières années. Et je ne vous cacherai pas que je m'inspire grandement de son approche pour mes propres investissements. Et le fait que ses moves en bourse soient publics, donc on peut tout voir ça en regardant les documents 13F, c'est une excellente occasion d'étudier ses choix d'investissement puis de voir un peu qu'est-ce qu'il fait avec ses liquidités. En fait, présentement, c'est surtout qu'est-ce qu'il ne fait pas avec ses liquidités. Donc, on peut essayer un peu de lire au travers de tout ça. Puis c'est sûr que de voir qu'est-ce que contient son portefeuille, vers quel secteur d'activité il mise, ses positions qu'il garde ou qu'il vend ou qu'il grossit. Donc tout ça, du fait que c'est public, ça nous permet un peu d'analyser sa gestion de portefeuille, ses stratégies d'investissement, tout ça. Donc bref, à chaque année, c'est sûr que c'est un classique de regarder le meeting des actionnaires. Comme je vous dis, c'était la première fois sans Charlie Munger cette année. C'est un petit peu différent parce que d'habitude, Warren Buffett fait des longues réponses et Charlie Munger fait comme une réponse en une ou deux phrases qui punch. Il n'y avait pas ça cette année. Mais bref, c'était ça que je voulais couvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Et pour finir, j'espère vraiment que vous appréciez le fait que je suis très transparent par rapport à mes transactions. Tu sais, je me mets au bat, là, il y a beaucoup de monde, tu sais, je n'aimerais pas de nom, il y a beaucoup de podcasts, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens sur YouTube. Ils vont parler de finances, ils vont parler d'investissement, mais sans jamais vraiment se mouiller, sans dire qu'est-ce que les autres ils font, sans parler de quoi que ce soit. Donc moi, j'essaie de vous montrer, oui, les concepts théoriques, parler de l'économie, faire des projections, faire des prévisions, tout ça. Mais je vous dis également qu'est-ce que je fais de mon côté. Puis quand je prends des transactions, ben je le dis, je ne suis pas gêné. Puis ça permet également de documenter mon parcours d'investisseur autonome. Puis que après coup, on peut venir réécouter les épisodes puis voir un peu la logique derrière ça. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans la vraie vie, comme par exemple avec les épisodes durant le crash de la COVID en 2020, quand j'ai parlé de toutes les transactions que je faisais, bien ça aussi, ça vous permet de prendre du recul puis d'évaluer c'était quoi mon raisonnement, puis finalement, qu'est-ce qui s'est concrétisé plus tard dans le temps. Mais bref, je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à vous abonner, à partager le podcast ou à laisser une évaluation sur un petit commentaire sur Apple Podcasts ou tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir aussi le visuel. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.